Ce débat très attendu de l'entre-deux tours, ce sont deux visions de la France et plus généralement de la société qui s'affrontent en ce moment. Les progressistes d'un côté, les souverainistes de l'autre. FN contre En Marche, un choc des valeurs, c'est le thème de notre débat. On en parle avec Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Le président du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, directeur de la revue Le Banquet. Et Jean Messia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole du collectif des Horaces, coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen, ancienne élève de l'ENA. Pour commencer, Jean Messia, rappelez-nous ce que sont les Horaces. Qu'est-ce que ce collectif ? Alors, les Horaces, ce sont des cadres supérieurs du public et du privé qui ont décidé de rejoindre la candidature de Marine Le Pen il y a à peu près 2 ans, qui ne sont pas donc du Front National, qui ne sont pas apparentés au Front National, mais qui soutiennent directement la candidate. Ils soutiennent ouvertement ou il y a aussi des anonymes Alors pour l'instant c'est un cercle confidentiel, le modèle étant celui des GRAC du temps de Mitterrand dans les années 70 sur la forme. Et donc nous avons à peu près 60% de hauts fonctionnaires, y incluant des membres de cabinets ministériels des gouvernements de droite des années 90. On est 155 à ce jour, mais effectivement depuis le passage du premier tour, on a reçu un certain nombre de CV et nous sommes donc organisés en sous-groupes qui regroupent les thématiques programmatiques. Et alors concrètement, que faites-vous pour Marine Le Pen ? Comment travaillez-vous ? Vous travaillez avec elle tout d'abord ? Alors oui, tout à fait. Je suis le coordinateur de son projet présidentiel, c'est-à-dire que j'ai eu effectivement à coordonner un certain nombre de cercles qui travaillent depuis de nombreuses années sur le programme. Le dernier venu étant les Horaces, qui a participé au projet à un niveau de pilotage et de synthèse. Et donc j'ai contribué à faire émerger les 144 engagements qui constituent le projet de Marine Le Pen qui a été présenté aux Assises de Lyon. Nicolas Tenzer, vous vous soutenez, ce n'est plus un secret maintenant. Vous avez écrit plusieurs lettres ouvertes à Emmanuel Macron, que vous avez croisé il y a un certain temps maintenant. Oui, effectivement, je connais Emmanuel depuis un certain nombre d'années, mais indépendamment de ça, effectivement, son projet, pas seulement depuis le deuxième tour, bien avant, me paraît porter les valeurs essentielles de la République, les valeurs de la France. C'est d'abord, effectivement, pour moi, la France digne, contre ce qui me paraît être l'indignité du Front National. C'est la France de la décence digne contre l'indécence. Qu'est-ce que c'est les valeurs de la République ? C'est la France de l'ouverture. C'est la France. Les valeurs de la République. C'est la France. Vous pouvez me définir les valeurs de la République ? Pour moi, les valeurs essentielles de la liberté. Vous n'avez pas les monopoles de la France, monsieur. Surtout quand on veut la brader à la mondialisation et quand on veut la vendre à l'Europe. Si vous voulez la brader à la Russie, effectivement, si vous avez une longue tradition de la collaboration internationale. C'est ça. Non, ça c'est autre chose. Ce sont les élites qui sont avec M. Macron qui ont la collaboration dans les gènes. Parce que la collaboration, c'était les élites françaises, c'était pas le peuple. Non, c'est la société de l'ouverture. Alors je reviens sur les valeurs fondamentales de la République, si vous permettez. Pour moi, c'est la société ouverte. C'est la société tolérante. C'est la société de l'accueil. Vendue, effectivement. Vendue aux intérêts financiers, vendue aux intérêts économiques, vendue à l'Europe, vendue à l'OTAN. Vendue à l'Europe ? Ouais. Votre Europe, c'est celle de l'oppression. Non. C'est celle de l'intolérance. L'oppression, c'est la Commission de Bruxelles, monsieur. L'oppression, c'est la Commission de Bruxelles. Laissez-moi rire. Effectivement, si vous êtes dans ces caricatures, ça n'est pas la peine. Alors développez sur les valeurs, Nicolas Tenzer. Je reviens sur les valeurs. Les valeurs fondamentales, je le répète, c'est la société ouverte, c'est la dignité, c'est la décence de la personne, c'est la capacité de l'accueil, c'est la tolérance. Ce sont ces valeurs-là. Alors vous pouvez rigoler, effectivement, mais ne soyons pas hypocrites. J'entends tellement de poncifs, si vous voulez, que ça en devient caricatural. Ne soyons pas hypocrites. Nous avons effectivement des divergences. Vous avez le magistère de l'hypocrisie avec M. Macron. Non, vous avez des divergences. Nous avons des divergences fondamentales. Exactement, mais c'est pas la peine de caricaturer. Et quand vous dites c'est là que je représente la France indigne, vous êtes indigne en disant ça. Non, parce que l'indignité, je vais vous le dire. Non, l'indignité, ce sont l'indignité, monsieur, je vais vous le dire. L'indignité, c'est le fait d'avoir comme vice-président du Front National, quelqu'un qui est un négationniste. Ne dites pas ça, parce que c'est de la diffamation. Non, c'est de la diffamation, il a porté plainte. Ce n'est pas de la diffamation. Il a porté plainte. C'est monsieur Lousteau. Il a porté plainte, vous n'êtes pas juge, monsieur. C'est monsieur Lousteau. Vous n'êtes pas juge. C'est monsieur Chatillon. Vous n'êtes pas juge. C'est la justice faire son travail. C'est Léon Gauthier, le fondateur du Front National. On a déjà eu ce genre de procès 15 fois, et 15 fois nous avons été acquittés. Alors passez à autre chose. 15 fois vous avez bien. Jean Messia, dans une tribune cette semaine à Valeurs Actuelles notamment, vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi on peut prendre parti contre un parti d'extrême droite. Pardon, vous avez écrit une tribune cette semaine, ces derniers temps, sur effectivement les prises de position, notamment chez les hauts fonctionnaires. Nous ne sommes plus un parti d'extrême droite, et je m'étonne d'ailleurs. Je m'étonne d'ailleurs que tous les hauts fonctionnaires qui s'aplatissent devant les directives de Bruxelles en les exécutant comme un seul homme, alors qu'elles proviennent d'une autorité non élue, se mettent comme ça à choisir. C'est faux. Mais laissez-moi finir. Se mettre comme ça à désigner l'autorité qui décide de choisir ou pas. Vous savez, moi j'ai 20 années d'administration.
J'ai servi successivement M. Chirac, j'ai servi Nicolas Sarkozy, voilà, le Hollande. Et c'est tout à l'honneur de la fonction publique de servir, de représenter l'intérêt général, indépendamment des autorités élues qui se succèdent. L'administration, c'est pas un pouvoir. Donc il faut garder son droit de réserve, c'est ça votre message ? Qui pourrait aller à l'encontre de la légitimité du peuple et du pouvoir démocratique. Mais ça, c'est la conception de M. Macron, qui veut neutraliser toute forme de démocratie en décentrant la décision qui au marché financier, qui à l'Union européenne, pour faire perdre définitivement tout pouvoir aux citoyens de prendre ses destinées en main. L'Union européenne, je voudrais le rappeler, c'est d'abord effectivement le Conseil européen, qui est constitué de chefs d'État et de gouvernement. L'ensemble des décisions qui sont prises, que l'on peut contester, on peut en contester certaines, qui sont prises au nom de l'Europe, ce sont des décisions qui sont prises par les autorités légitimes des différents États. Il n'y a pas de dictature de Bruxelles. Il y a une dictature de Bruxelles parce que la ligne est déjà inscrite. Vous pouvez changer de politique monétaire quand vous êtes au Conseil européen. Vous pouvez changer de politique budgétaire. Vous pouvez changer vos politiques de frontières. Tout ceci a été décidé par qui. Donc on a décidé une fois pour toutes de tout verrouiller pour que le peuple ne décide plus de rien. Ça a été décidé à chaque fois par les gouvernements. Mais monsieur, nous croyons que ce que le peuple a fait, parce que c'est que le peuple a fait, ce sont les citoyens qui votent. Bien sûr, vous avez un problème avec la démocratie, c'est pour ça que vous savez pas ce que c'est le peuple. Mais si, ce sont les gens qui élisent. Ce que le peuple a fait, le peuple peut le défaire. Un système qui considère qu'il y a des irréversibilités, comme l'a dit M. Juncker, qu'il n'y a pas de démocratie contre les traités, ça c'est un système non démocratique. Un choix qui est irréversible, c'est un choix non démocratique. Et ça c'est le choix que veut consacrer M. Macron dans son projet. Ce sont des choix qui ont été avalisés. Ce sont des choix qui ont été avalisés par des gouvernements. Ça n'a jamais été avalisé par le peuple. Et même quand le peuple décide en 2005, vos élites s'assoient dessus par le traité de Lisbonne. Et vous le savez très bien. Mais non. Mais si. Encore une fois, ce sont les gouvernements. Je le répète. Monsieur Macron n'est que le pantin d'un système antidémocratique. Ce n'est pas la peine dans l'injure non plus. Attendez, c'est vous qui avez lancé le signal. Vous dites que le mot liberté est plus gravement menacé qu'elle ne l'a jamais été depuis la Seconde Guerre mondiale en parlant du coup du Front National. Exactement, c'est ce que je pense, parce que c'est un parti qui effectivement s'attaque à la justice, s'attaque à la presse. Et vous avez vu exactement. Mais arrêtez de convoquer la Seconde Guerre mondiale à tort et à travers, enfin. Mais attendez, vous prenez pour qui ? Mais quand vous avez des collaborateurs. Et c'est nous après qui faisons dans l'outrance, c'est nous qui agitons les peurs. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous avez des négationnistes. Quand vous avez 10 millions de personnes qui portent leur suffrage sur Marine Le Pen et sur Nicolas Dupont-Aignan, vous avez 10 millions de nazis en France ? Non. Mais vous fichez de qui ? Mais vous pouvez avoir dans vos instances, vous pouvez en avoir. Dans vos instances, 10 millions de Français, vous les traitez de nazis comme ça entre la poire et le fromage. Je ne traite pas les Français. Oui, d'accord. Je traite effectivement ceux qui sont avec vous. Toute votre conception de la démocratie qui ressort. Jean Messia, Nicolas Tenzer, on a parlé donc des valeurs, on a bien compris que vous n'êtes clairement pas d'accord. Non, effectivement. À propos de la vision de la France et plus généralement la vision du monde, parce que la vision de la France, on l'a compris pour vous, Jean Messia, mais sur un plan géostratégique, quel rôle doit jouer la France aujourd'hui ? Aujourd'hui, la France, nous considérons que la France est un pays mineur, dans tous les sens du terme. C'est un pays sous tutelle. C'est-à-dire que quel que soit le gouvernement, quel que soit le président de la République qui est élu, il est condamné à mener la même politique. Le projet de M. Macron... La France, aujourd'hui, vous nous dites, n'a pas de pouvoir ? Non, elle n'a pas de pouvoir. Elle ne peut pas décider de sa politique monétaire. On n'entend pas la voix de la France dans le monde aujourd'hui ? Non, on n'entend pas la voix de la France parce qu'elle est étouffée soit par la cacophonie européenne, soit alignée sur la position des États-Unis via l'OTAN. Donc nous n'avons pas de pouvoir. La réalité, pour que tous les téléspectateurs comprennent, c'est que la France, elle est chez papa et maman. On a une banque centrale européenne qui nous donne notre argent de poche. On a une commission de Bruxelles qui nous dit comment il faut le dépenser. On a une commission de Bruxelles qui nous dit avec qui on doit avoir des relations commerciales. Et nous avons Papa OTAN qui, lui, nous désigne nos ennemis et nous dit comment il faut nous battre contre. Alors, pour l'instant, ce système ne produit aucun résultat pour les citoyens. On n'est pas mieux quand même avec l'UE que du temps où on n'avait pas l'UE ? On n'est pas mieux avec l'UE. Écoutez, jugez-en. Il n'y a pas une progression des recherches ? 6 millions et demi de chômeurs, une croissance anémique sur le long terme, des déficits jumeaux, c'est-à-dire déficit commercial et déficit public énormes et sur le long terme. Alors, la logique de M. Macron consiste, comme sur le plan idéologique, comme l'Union soviétique, à dire c'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans cette logique. Donc, il faut approfondir la logique qui nous a conduit à ce résultat pour commencer à avoir des fruits. Nous disons il faut en sortir, rétablissons le cadre national qui est le seul cadre protecteur à l'intérieur duquel nous pouvons effectivement avoir une ambition à la fois économique et sociale. Vous êtes en train de préparer l'appauvrissement de la France. Mais il existe déjà l'appauvrissement de la France, monsieur. Oui, mais alors c'est facile de désigner l'Europe. On a 15% de notre population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Attendez, laissez-moi terminer. C'est facile de désigner l'Europe comme un bouc émissaire. Quant à l'OTAN, je voudrais y revenir.
Vous savez très bien que ce sont là aussi les chefs d'État et de gouvernement qui, à l'unanimité, prennent les décisions au sein du Conseil de l'Alliance Atlantique. Ce n'est pas l'OTAN qui décide, ce ne sont pas les États-Unis qui décident. Un alignement de facto. Alors maintenant, attendez, vous me parlez de l'OTAN. Sinon, De Gaulle n'en serait pas sorti. Si c'est attendez, De Gaulle, je vais vous le dire. Prenez en 1960 le discours du général De Gaulle à Washington. Le général De Gaulle à Washington, il a défendu l'Alliance Atlantique. Il en est en sorti. 1966, il est sorti du commandement intégré. Il est sorti du de manière commandement intempestive, en pleine guerre froide. Attendez, il est sorti du commandement intégré. Ça avait une autre gueule que de sortir de l'Union européenne en temps de paix. Je vais vous répondre. Il est sorti en 1966 du commandement intégré. Il n'est pas sorti de l'Alliance Atlantique. Et il est sorti pour une raison technique. Il est sorti pour une raison très simple. Non, c'est pas vrai. Laissez-moi terminer. Jean Messia, laissez-le finir. Attendez, laissez-moi terminer. Il est sorti pour une raison parfaitement simple. C'est parce qu'il a bâti une force de dissuasion nucléaire pour laquelle il demandait l'indépendance. Maintenant, si vous me parlez des États-Unis et du général de Gaulle, parlons. Attendez, laissez-moi terminer. Cette cause qui a présidé à la sortie. Non, mais juste là-dessus. Cette cause qui a présidé à la sortie de l'OTAN, elle existe encore ou pas? Sommes-nous encore indépendants nucléairement? Oui. Oui. Donc pourquoi réintégrer? Nous sommes toujours réintégrés et encore nous avons réintégré. Pourquoi réintégrer? Répondez à la question. Je pense que là-dessus, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quel est l'objectif de réintégrer? Parce qu'il y a tout simplement un certain nombre d'opérations que nous devons mener contre le terrorisme, contre les menaces, et c'est beaucoup mieux d'être au sein de l'OTAN que d'être en dehors. Maintenant, je vais revenir, si vous le voulez bien. Vous avez parlé du général de Gaulle. Il y a des alliances fondamentales, et les alliances fondamentales, c'est notamment l'alliance avec les États-Unis. Mais ça veut pas dire l'inféodation, monsieur. Il n'y a pas d'inféodation. Ça veut pas dire l'inféodation. En 1961, lors de la seconde crise de Berlin, le général de Gaulle a apporté son soutien total aux États-Unis. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba. Mais si, justement. Parce que on peut très bien apporter son soutien à un pays sans lui être inféodé via une alliance. Mais on n'est pas inféodé. Ça, c'est votre mythe. Mais bien sûr que si. C'est votre mythe. C'est votre mythe de l'inféodation. Nous sommes le seul parti de l'indépendance nationale qui est aligné sur la position gaullienne. L'indépendance nationale. Nous sommes le seul parti qui est aligné sur la position gaullienne. L'indépendance nationale, parlons-en. L'indépendance nationale. Vous êtes un parti euro-atlantiste dont les Français ne veulent pas. Vive l'Europe et vite l'Alliance Atlantique. Maintenant, vous êtes aligné complètement sur une puissance qui est une puissance qui commet des crimes de guerre, à savoir la Russie. Laissez-moi là aussi terminer, s'il vous plaît. La voix de la France, c'est de parler à tout le monde, cher monsieur. Mais bien sûr qu'il faut parler à tout le monde. Alors, Jean Messia, justement, quelle est la position du Front National sur la Russie? Il faut parler à tout le monde. D'ailleurs, vous êtes mal parce que vous maintenant, avec Poutine, vous avez Donald Trump, vous avez Theresa May, vous avez Modi en Inde. Donc votre mondialisation, c'est quoi? C'est d'aller boire le thé avec Madame Merkel et quelques commissaires européens? C'est ça votre mondialisation? Je parle de Poutine parce que c'est peut-être désagréable pour vous. Quand vous reprenez la propagande. Et on parlera à Poutine. J'ai pas de honte avec ça. Mais quand Madame Le Pen reprend la propagande du Kremlin. Attendez, laissez-moi terminer. Quand elle s'aligne totalement. Mais ça, c'est un jugement de valeur, c'est faux. Mais non, elle reprend la propagande en reconnaissant, par exemple, en disant, mais finalement, la Crimée, c'est la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Pourquoi M. Macron n'a pas reconnu le Kosovo, qui est pourtant un artefact américain? Non, il n'y a pas eu, effectivement, d'invasion du Kosovo par personne. Là, il n'y a pas eu d'invasion et la guerre de Yougoslavie, c'était quoi? Mais révisez votre histoire. Ce n'est pas une invasion. Vous le savez très bien. Le parallèle, c'est n'importe quoi sur le plan géostratégique. Jean Messia, en revanche, c'est les États-Unis qui décident de l'histoire du monde. L'annexion, ça vous vous alignez. En revanche, l'annexion, quelqu'un d'autre, non. En revanche, l'annexion illégale de la Crimée. C'est pas illégal. C'est prévu dans toutes les constitutions, à la fois de l'Ukraine et de la Russie. Allez vous renseigner. Non. En droit international, c'est totalement faux. Non. Le droit international, non. Vous mentez. Le droit international, il est fait par les États-Unis justement pour leurs propres intérêts. Si vous êtes dans la caricature, ce n'est même plus la peine. Bon, maintenant je reviens sur la Syrie. Vous cautionnez le régime de Bachar el-Assad, responsable de la mort de Daesh. Donc, excusez-moi. Oui, sauf que 90% des frappes du régime d'Assad et de la Russie visaient les rebelles et pas Daesh. Quel rebelle? Il n'y a pas de rebelle. Vous voulez que je vous montre en revanche, Daesh. Vous voulez que je vous montre la gueule des rebelles? Une minute, monsieur. En revanche, Daesh. Ce sont des islamistes. Daesh. Les rebelles, ce sont des islamistes. Arrêtez d'habiller de mots, d'accord, des réalités qui sont autres. Les rebelles contre lesquels se bat Bachar el-Assad, ce sont des islamistes. C'est soit Al-Qaïda, soit Al-Nusra, soit l'État islamique. Voilà. Il n'y a pas de. Non. Vous êtes la mythologie de mai 68, ça ne s'applique pas à la Syrie. Sauf que vous cautionnez des crimes de guerre. C'est ça la réalité. Et c'est ça la question des valeurs. C'est ça la question des valeurs qui nous oppose. Nous avons en face de moi un procurateur de la Sainte Inquisition maintenant. Non, écoutez, oui, mais enfin si c'est pour défendre les crimes de guerre, merci. Mais personne ne défend les crimes de guerre. Arrêtez avec votre vision naïve. Non, c'est ce que vous faites. Les relations internationales, c'est pas d'un côté les méchants et d'un côté les bons, cher monsieur. Les relations internationales, c'est toujours du gris. Et par définition, on parle avec nos ennemis parce que nos amis, par définition, nous n'avons pas à leur parler puisque ce sont nos amis. Mais nous devons, comme Emmanuel Macron l'est, être ferme. Ferme avec quoi?
Emmanuel Macron a soutenu M. Hollande dans ce qui est arrivé en Syrie. Je vais devoir vous arrêter. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, merci beaucoup Jean Messia d'être venu. C'est animé sur ce grand journal de la présidentielle. On va continuer bien sûr à parler de cette vision, de ces deux visions qui s'affrontent pendant cet entre-deux tours. On va parler économie avec un économiste du FN et un économiste d'En Marche. A tout de suite.